en fait, ce qui m'a donné envie de faire des films aussi beaucoup, c'est la façon de raconter des histoires. Et beaucoup des histoires qui font peur, parce que souvent c'est celles dont on se souvient quand on est petit. J'ai su assez jeune, mais paradoxalement pas si jeune que ça, que je voulais faire des films. Donc vers l'âge de 17-18 ans en fait. Et, euh, et en fait c'est passé par, par beaucoup de choses différentes, mais surtout en fait par mes origines familiales. Parce qu'en fait moi j'ai on va dire, j'ai une famille qui est assez euh, multiculturelle, dans laquelle il y a plein de cultures d'origine très différentes. Et en fait, euh, notamment, tout part un peu du Maroc, mais en fait, à cette période, enfin dans les années 50, quand moi, mes grands-parents et les frères de mes grands-parents sont partis, ils sont un peu allés dans les quatre coins du monde et ils ont fondé des familles un peu dans les quatre coins du monde, notamment au Japon en fait. Où en fait, il y a une histoire assez drôle de famille qui fait qu'en fait, le frère de mon grand-père, il a eu une femme là-bas et des enfants, des petits-enfants, etc. Et donc en fait, mes cousins et ma famille de là-bas, ça a été un peu un déclencheur que déjà c'était possible de raconter des histoires sur sa famille, sur ses origines, sur les cultures un peu différentes que celles dans lesquelles on grandit. Et puis surtout, vraiment un aspect passionnel au cinéma. Parce qu'en fait, avant de savoir enfin, avant de vouloir en faire, je voulais surtout en voir et en découvrir. Et c'est vrai que le fait d'avoir justement c'est beaucoup passé par le cinéma japonais en fait, que j'ai voulu en fait découvrir un peu la fabrication, comment les films sont faits, etc. Enfin, je me souviens qu'un peu le déclencheur, c'était que j'avais vu à la cinémathèque à Tokyo, qui passe des vieux films un peu comme la cinémathèque à Paris, j'avais vu Ran de Kurosawa, mais sans aucun sous-titre, etc. Et j'avais pris une belle claque quand même. Je m'étais dit comment ils ont réussi à faire brûler un château. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça paraissait tellement vrai. Bah, au final, c'est vrai. Donc, mais voilà, donc c'est la première fois que je me suis dit comment c'est possible de fabriquer en fait des choses et comment est-ce qu'en fait le cinéma, c'est pas que voir une histoire, c'est aussi comment la fabriquer, la raconter visuellement, etc. Et donc en fait, j'ai fait un premier court métrage, mais complètement sans, on va dire, équipes, ni sans vraiment notion, parce que j'ai pas pris de cours ou j'ai pas fait d'école technique qui m'ont appris voilà, le découpage, ce genre de choses. J'ai essayé de me renseigner comme je pouvais en lisant des livres, en lisant un peu les classiques, etc., en regardant des interviews. Et en fait, j'ai fait un premier court-métrage sur des Yakuza, justement, qui s'appelait Coming Home, que j'ai fait au Japon, très très inspiré des trucs de Takeshi Kitano. Et en fait, ça m'a donné envie d'essayer un peu de pousser la chansonnette, quoi. Le village était bien plus pauvre qu'aujourd'hui, mais uni et paisible. Tout était calme et sans intérêt. Jusqu'à l'arrivée de Jainaba. Elle est arrivée un jour sans aucune raison dans le village, alors que personne ne la connaissait. Elle disait venir des montagnes et être venue pour s'installer près de la ville pour proposer ses services. Jainaba c'était une sorcière. La genèse, elle est partie à 100% de mes racines. Parce que moi, en fait, ma famille est marocaine, mes deux parents sont nés au Maroc. Moi, je suis le premier de l'histoire de ma famille depuis très 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 longtemps en fait à être né en France. Et c'est incroyable, enfin, c'est une grande fierté. Et en fait, c'est une fierté d'être français et c'est une fierté aussi d'avoir ce background culturel de ce pays qui en fait est un pays qui est absolument fascinant dans les histoires et dans la transmission des histoires orales et tout. Et notamment des histoires un peu alors paranormal, c'est un grand mot, mais du folklore un peu, on va dire, oui, des esprits, des légendes. Enfin voilà, c'est un pays qui est l'un des pays les plus vieux du monde avec un rapport aux esprits, aux légendes et aux histoires qui est totalement fascinant en fait. Et en fait, moi, la dame qui m'a élevé, qui s'appelle Najia d'ailleurs,
qui est le nom d'un des personnages du film. En fait, elle nous racontait le soir, moi et mes frères, quand on était petits, pour nous faire peur et pour qu'on dorme, des histoires, mais horribles, vraiment des histoires horribles. Et en fait, ça marchait pas du tout. On était réveillés et ça nous traumatisait. En fait, très rapidement, quand est venue l'envie de faire un, un long métrage et justement de parler de ses origines et enfin de mes origines et de mon pays, en fait, je suis venu assez naturellement vers ça parce que je me suis dit que je voulais vraiment faire du cinéma de genre, que je voulais essayer d'en faire en tout cas, et que c'est vrai que sur ce genre de culture, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de livres, il n'y avait pas beaucoup de photos, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, notamment sur tout ce folklore lié aux sorcières et aux esprits au Maroc. Alors que c'est un folklore d'une richesse visuelle et d'une richesse narrative qui est complètement dingue. Et donc j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça. Je suis allé faire un peu des repérages au Maroc, je suis allé rencontrer un peu justement dans des villages on va pas appeler ça des sorcières, mais ça s'appelle plutôt des enchantrices, quoi. Et en fait, ça m'a encore plus fasciné. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec tout ce folklore et toute cette richesse. Voilà, parce que c'est extraordinaire. Il y a très très peu de films dessus. Il y en a eu quelques-uns sur l'histoire la plus connue marocaine d'esprit, qui est Kandisha, qui est l'équivalent de la Dame Blanche, mais vraiment au Maroc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très 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 connu, estampillé, qui est dans tous les pays du Maghreb et tout. Mais il n'y avait pas d'histoire vraiment sur elle, commencer dans un circuit un peu plus réaliste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire une histoire dessus. Et que quand j'ai commencé à écrire une histoire dessus, en fait, on était en plein milieu de la fin du Covid. Cette espèce de, on va dire, de cadre, qui était quand même un cadre assez propice à, quand on est seul, on réfléchit sur soi et on réfléchit à ses propres sujets et à ses propres, voilà, aux propres choses qui ont un peu construit de sa vie. Ce qui est quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu pendant le Covid, d'être isolé et de devoir réfléchir sur, du coup, on réfléchit sur soi, quoi. Et en fait, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce cadre-là, qui est un cadre un peu universel, surtout à l'époque, pour raconter justement quelque chose sur un folklore qui n'est pas du tout connu et peut-être essayer d'intéresser les gens sur ça. Et donc en fait, voilà, c'est un peu la genèse, on va dire, enfin la double identité du film, elle vient à la fois de ce désir-là et de cette période-là, en fait. Et d'essayer voilà, un peu comme une poupée russe, de voir comment l'un peut s'imbriquer dans l'autre. Je voulais travailler le huis clos comme... déjà, je voulais travailler le lieu comme un personnage en soi. C'est vrai que j'aimais bien qu'en fait le lieu évolue en même temps que le personnage et qu'il y a un peu une dégradation et physique et voilà, mentale et en termes de patine et tout ça du personnage, et que du coup elle se retrouve complètement liée en fait aux murs, aux couleurs, aux taches qui suintent, enfin à tout l'aspect en fait très... la décrépitude en fait de l'endroit. Et c'est vrai que pour ça, encore une référence, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on parle de films de genre, on doit tellement parler de références et de choses. Mais en fait, il y a un film qui m'a énormément inspiré d'un réalisateur qui, moi, est un de mes réalisateurs préférés, qui s'appelle Darren Aronofsky. Et en fait, il y a son film Mother qui en fait montre un peu aussi voilà, comment un personnage vit dans un endroit et comment en fait il s'astreint à le réparer, à essayer d'aller bien, à essayer de le construire. En fait, quand elle perd le contrôle et qu'elle perd tout, en fait l'endroit perd complètement le contrôle. Et je trouvais que c'était tellement intelligent comme façon de suggérer comment en fait même soi, ça dit beaucoup sur soi. C'est-à-dire que je trouve qu'on a tous des liens assez importants avec les endroits dans lesquels on vit, et les gens qui sont très organisés, les gens qui sont très méthodiques, les gens qui sont un peu plus voilà, un peu moins organisés, etc. Enfin, ça dit plein de choses sur la personnalité des gens.
Et c'est vrai que j'avais essayé de pousser un peu ça à son paroxysme, parce que c'est vrai qu'aussi moi justement lié un peu aussi aux histoires du Japon et tout, j'avais beaucoup entendu parler des hikikomori, vous savez, c'est les gens qui ont le syndrome de Diogène, qui fait qu'ils sont chez eux, et en fait ne sortent pas de chez eux pendant plusieurs années, entassent tout plein de choses chez eux, et leur maison, ça devient des espèces de cabinets de curiosité de toute leur isolation et de tout leur trauma personnel, et c'est un fait de société au Japon, il y en a énormément, énormément. Et donc en fait, j'en avais un peu entendu parler, j'en ai même rencontré quelques-uns. Et donc en fait, je me suis dit que c'était hyper intéressant de travailler le décor complètement lié au trauma interne du personnage et justement à la façon dont elle va se débrouiller dans son cheminement pendant tout le film, quoi. Dans les huis clos, c'est vrai que c'est un exercice de style qui est intéressant, mais qui est aussi assez compliqué parce que, comme vous l'avez très justement dit, en fait, on peut vite s'embêter, surtout quand il y a les huis clos à la limite où il y a des personnages, donc on peut faire des dialogues et tout. Il y a plein d'exemples de très grands huis clos comme ça, notamment Hitchcock, enfin La Corde, etc. Tous ces films-là dans lesquels il arrive à montrer plein de choses. Quand on a deux personnages, c'est vrai que quand on en a qu'un, le champ des possibles, il est encore plus réduit. Donc, en fait, j'ai essayé de beaucoup préparer le découpage. J'ai beaucoup dessiné, en fait, et j'ai même essayé de storyboarder un peu tout pour essayer d'être le plus, on va dire, précis possible sur la façon d'apporter plein de points de vue, plein d'histoires. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plein de points de vue dans le film, surtout dans la première partie, un peu quand il y a l'entrée on va dire, de la possession et des événements paranormaux dans le film, où en fait je voulais trouver des points de vue un peu particuliers, un peu dérangeants, pour en fait montrer aussi que en fait il y a certes le point de vue de Yara, de ce personnage, mais il y a aussi le point de vue de toute justement de la présence extérieure qui vient et qui s'instigue dans sa vie un peu tous les jours. Moi, il y a une histoire qui m'avait beaucoup, justement quand j'étais en train de faire le découpage du film, qui m'a beaucoup inspiré. C'est en fait, il y a un réalisateur que j'adore, qui s'appelle Jeff Nichols, qui est un réalisateur américain qui a fait plein de films, mais pas du tout des films d'horreur, mais qui a fait plein de films incroyables, qui raconte que lui, l'une des scènes qu'il a le plus choqué dans sa vie dans un film d'horreur, c'est la scène d'intro de Rosemary's Baby. Parce qu'il y a un espèce de plan sur l'immeuble dans lequel tout va se passer, de loin, vu du ciel. Pourquoi ce plan il est aussi incroyable? C'est parce qu'en fait c'est le plan du diable littéralement qui rentre dans l'appartement au début de l'histoire. Et ça fait très peur avec la comptine et tout. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une idée hyper intéressante de montrer des points de vue extérieurs rentrer dans les lieux dans lesquels ça va se passer. Et donc c'est vrai que le point de vue de l'ordinateur, le point de vue... Il y a plein de points de vue en fait où on est sur la tête du personnage. Ou aussi en fait c'est plein de choses pour montrer progressivement en fait qu'il y a un truc un peu extérieur qui vient et qui rentre dans ce lieu-là et qui commence à perturber sa bulle et son espèce de socle, on va dire, de protection qu'elle s'est construite pendant toute cette période où elle est toute seule et elle a sa routine millimétrée, etc.
bah, il y a beaucoup de films qui en fait prennent pour appui justement les traumas mentaux et les traumas personnels et internes des gens pour raconter des histoires et en faire sortir tout plein de démons. Mais moi, je voulais d'abord je voulais qu'on s'attache énormément au personnage et qu'en fait on comprenne que quoi qu'il advienne, que si elle ait justement des faiblesses ou des fragilités ou pas, ce qu'elle a dans le film, qu'en fait elle était hyper forte et hyper courageuse. J'avais vraiment besoin qu'on s'attache énormément, qu'on l'admire en fait, et qu'on s'attache à elle, et qu'en fait pour le coup, je voulais que ce personnage-là, ça soit un personnage bah, un peu à l'inverse de plein de films pour le coup d'horreur, dans lesquels en fait je veux que toutes ces actions, elles soient, même si on est très conscient du fait qu'elle a ses fragilités que je montre dans le film par rapport à ses origines, à son passé, etc., mais qu'en fait toutes ces actions, elles soient sensées et intelligentes. Et je voulais que vraiment tout ce qu'elle fasse, elle, ça soit des choses que nous, on aurait fait si on était dans la même situation. Et donc, j'ai beaucoup construit le film sur l'empathie par rapport à ce personnage et en fait aussi l'empathie, mais pas que l'empathie, je la comprends, etc. Aussi beaucoup de l'admiration en fait. Quand même, qu'est-ce qu'elle est forte de vivre tout ça et de faire tout ça et de passer dans tout ça, quoi. Et donc en fait, ça c'était un énorme travail que j'ai fait conjointement avec l'actrice qui est Lina El Arabi, qui a été extraordinaire sur le film et tout. Parce que c'était hyper important de créer ce pacte entre le spectateur et l'acteur et l'actrice principale, et le personnage principal en général, pour qu'ils puissent s'attacher et comprendre en fait. Ça c'était très important pour moi. Donc j'ai beaucoup travaillé sur toutes ces questions, surtout dans la préparation, en discutant avec Lina, etc. Ne plus me lâcher. Mais je vais me battre. Je ne laisserai pas gagner. Pas avec cette peur-là. Je trouve l'exercice du casting très compliqué. Enfin, surtout en fait à l'époque, parce que en fait, j'avais pas forcément la légitimité de décider d'une actrice si elle était bien ou pas, parce que je trouve qu'il y a plein d'actrices extraordinaires et que c'est très difficile de décider sur une scène, un sujet, etc. Donc moi en fait, je fonctionne un peu à l'inverse. J'essaie de trouver quand je commence à écrire, de trouver des visages d'acteurs ou d'actrices avec lesquels j'écris en fait et ça m'accompagne un peu pendant le tournage. Et en fait, pendant l'écriture, pardon, pas pendant le tournage. Et en fait, on m'a présenté le travail de Lina et j'ai commencé à regarder un peu ce qu'elle avait fait. Et c'est vrai que j'ai été subjugué par son talent et tout, et aussi par le fait que le genre de film qu'elle fait sont hyper différents de celui-là. Et vraiment, je me suis dit, ça pourrait vraiment être intéressant. Donc j'ai commencé à écrire le film, même visuellement, avec elle en tête. Et en fait, assez rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de la contacter pour lui parler, lui présenter le projet. C'est très drôle parce que elle a elle aussi des origines marocaines et donc en fait elle était très sensible à tout le folklore, justement le cadre et le folklore global du film et de l'histoire. Quand elle est arrivée, quand on a fait le premier rendez-vous pour que je lui parle du projet, en fait elle est arrivée avec un énorme tatouage sur le bras d'un œil avec dessus écrit la date de naissance de sa grand-mère. Ce qui quand même est deux sujets assez importants dans le film et pourtant c'est un vrai tatouage qu'elle a depuis qu'elle est petite, elle n'a pas fait exprès pour le rendez-vous. Et donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est impossible que ça soit pas elle qui le fasse. Et en fait, du coup, j'ai commencé à beaucoup lui parler du personnage, beaucoup lui parler de tout ça. Et en fait, c'est après elle, même
a fait un travail extraordinaire, même physique sur le film, où elle a beaucoup perdu de poids, elle s'est pas lavé les cheveux pendant tout le film, ce qui fait que pour garder vraiment l'aspect de patine, des cheveux, de l'état, de la décrépitude et tout, elle était tellement impliquée qu'en fait c'est même elle qui gérait les propres patines de ses costumes pour voir vraiment comment c'était et tout, tellement en fait elle a pris à cœur le sujet et le projet, et ça a été l'une de mes plus grandes fiertés, l'une de mes plus grandes chances sur ce film de l'avoir.